Bonjour Olivier, Allô. c'est la première fois qu'on se rencontre. Effectivement. Alors, mon nom est Robert David. Je suis maintenant à la retraite depuis quelques années, après avoir une carrière de professeur à l'Université de Montréal. Mais je me suis amusé à faire de la musique aussi pendant quelques années, là, pas de façon professionnelle, mais pour le plaisir de la musique. Alors, je pense qu'on se rencontre aujourd'hui pour une première fois pour jaser un peu de musique ensemble. Là. J'ai fait mon secondaire ici à la Polyvalente Sainte-Thérèse en formation musicale intensive. J'ai fait mon cégep ici en musique, mais un peu la même chose. Donc, j'ai jamais voulu faire ça de façon professionnelle. Donc, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ce point-là. Je me suis amusé à faire du violon pendant à peu près 3 mois avec mes colocataires qui n'en pouvaient plus après 3 mois. Alors, j'ai délaissé le violon. J'étais étudiant à ce moment-là. Et je me suis essayé à la flûte traversière. Okay. J'ai fait quelques mois à la flûte traversière. C'est pas que j'avais pas de souffle, mais j'avais pas l'argent pour l'acheter. Alors j'ai fini par décider d'arrêter la flûte aussi. Violon, flûte, c'est pas des instruments. Ça allait pas tout à fait ensemble. Non, c'est ça. Et j'ai vu une annonce un jour dans un journal de la région qui disait qu'ils cherchaient des gens pour une chorale qui commençait, là, que ça s'appelait à l'époque Musicus Vivace, là, qui existe encore d'ailleurs, je pense, dans le Nord. Alors, je me suis inscrit à ce chœur-là que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais participé à une chorale de ma vie et depuis plus que 35 ans maintenant, je chante. Alors, mon départ a été un départ un peu boiteux, mais je me suis amusé ensuite là, dans différents chœurs. Bien, la chorale, c'est un autre point commun parce que au secondaire, j'ai commencé avec le saxophone alto. En fait, je suis rentré avec la clarinette. 2 semaines à la clarinette, j'ai changé pour le saxophone alto. Et là, j'ai fait mes 5 ans saxophone alto. Rentre au cégep pour sax alto. Mais à partir de la 2e session, on avait des cours de chorale. Puis je me rends compte que j'ai un fort intérêt. Donc, j'ai abandonné le saxophone alto pour finir faire mon deck en chant classique. Okay. Donc, c'est la chorale aussi, moi, qui m'a amené à avoir mon deck. Moi, je continue. Je continue avec le Chœur philharmonique du Nouveau Monde, Basse-Laurentide, là, qui est situé ici à Sainte-Thérèse. Alors... Et d'année en année, là, j'ai parcouru le répertoire principalement classique. Là. Je suis pas très musique contemporaine ou même musique moderne. Là. Je me trouve même un peu analphabète de la musique moderne. Moi, je commence à baigner dans la musique classique. Je commence à en faire. J'ai longtemps été avoir plus une formation de musique d'orchestre avant. Donc, des trucs plus modernes ou du répertoire original. T'es pas au trombone, à un moment donné? Ou je fais du trombone ici à Sainte-Thérèse, à l'Orchestre symphonique de l'Académie Sainte-Thérèse. Et je fais de l'euphonium en parallèle avec l'Orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci à Saint-Léonard. Ah oui, OK. Donc, principalement des cuivres, oui. J'ai batifolé avec les instruments, là, passé du saxophone au corps français, à l'euphonium, donc... L'euphonium, c'est quoi, ça? C'est dans la famille des tubas. Ça ressemble à un tuba, mais c'est un petit peu plus petit. C'est un son très, très rond, très doux, là. Donc, c'est un instrument qui est dans la tessiture ténor. OK. Puis c'est un orchestre seulement de vent ou si... OK. Oui, okay. Exactement. Donc, orchestre à vent et percussion. Oui, percussion. OK. Puis vous faites quoi comme genre de musique? Bien là, présentement, on a une thématique Cosmos. Donc, on fait du répertoire original d'orchestre à vent. Donc, du Brian Balmages, du Robert Sheldon, donc des compositeurs typiques d'orchestre à vent. Mais on touche aussi on fait le Also Sprach Zarathustra, en référence à 2001 Odyssée de l'espace. On fait un medley de Doctor Who, un medley de Star Trek. Okay. Donc, on joue un peu musique de film, musique aussi des fois de jeux vidéo, là. On joue là-dedans. C'est avec des thématiques, donc. Exact. Okay. Oui, on a toujours des thématiques. On essaie d'aller avec du répertoire original, mais c'est sûr que pour attirer un certain public, on essaie d'avoir... La session dernière, on avait une thématique John Williams. Donc, on essaie d'avoir les compositeurs de John Williams qui sont connus, mais aussi des moins connus, donc The Cowboys, Midway March, on avait aussi Memoir of a Geisha, donc des 7 Years in Tibet, donc des pièces de films
dont John Williams a fait la musique, mais sont un peu moins connus. Okay. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de passer par Indiana Jones, Superman, E.T. pour attirer du public le plus possible. Bien sûr. Puis ça reste des grands classiques dans le domaine aussi. Là. Totalement. C'est reconnu. Puis, ça, je pense que c'est une chose importante à faire aussi. En tout cas, nous autres, on essaie de faire ça avec le cœur. Dire, à un moment donné, il y a des pièces que les gens connaissent, puis ça attire le public. Là, tu fais un Beethoven ou tu fais un Mozart, tu dis, bon, mais tu sais, déjà, ça résonne. L'année passée, on a fait du Forêt. C'est un petit peu moins connu. On essaie quelque part, à un moment donné, j'allais dire, un petit peu d'éduquer, entre guillemets, le public à d'autres choses qu'aux classiques, les grands connus. C'est un petit peu, je dirais pas que c'est pas une mission, parce qu'on se donne pas ça comme mission, là, mais je pense que c'est important d'ouvrir à autre chose qu'à ce qui est déjà tout connu ou tout cuit. Là. Oui, puis même parler de compositeurs qui sont déjà connus, mais dont il y a une certaine partie de l'œuvre qui est moins connue. Je veux dire, le Boléro de Ravel, c'est beau, on a fait le tour. Ravel a composé des trucs magnifiques. Autre chose, je veux dire, le gibet dans le Gaspard de la nuit, je veux dire, moi, c'est une pièce qui vient me chercher un haut point où, je veux dire, je suis pas capable de l'écouter sans pleurer. Ah oui. Mais je veux dire, Ravel, on connaît le Boléro. À un moment donné, c'est de se dire, c'est un côté éducatif, un côté de dire, les compositeurs, on les connaît pour telle chose, mais attends une minute, il y a comme l'envers du décor. Là. Dans le groupe qui est le vôtre, là, parce que, il me semble que tu as nommé deux orchestres, là, celui ici... L'Orchestre symphonique de l'Académie Sainte-Thérèse, oui. Ça, c'est avec des jeunes, j'imagine? Il y a des jeunes de l'Académie qui font partie de l'orchestre, mais il y a aussi des parents, des jeunes... OK, c'est ouvert. Oui. OK. Oui. Okay. C'est la deuxième année, donc c'est encore en construction. Oui, OK. Mais je veux dire, on fait le deuxième Danzon, on fait... la symphonie inachevée de Schubert, on fait le quatrième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, donc des trucs qu'on fait la Pavane de Forêt aussi. Donc des trucs quand même, un bon défi, là. Pour moi qui commence au trombone, c'est un bon défi. OK. On a fait ça l'an passé à Pavane de Forêt avec l'orchestre, l'orchestre et les chœurs. On entend souvent en version musicale, mais on n'entend pas souvent la version avec chœur. Oui. On s'est payé le luxe de faire ça dans le concert de l'an passé avec beaucoup de plaisir. Quelle a été votre meilleure performance? Ouais. Oh boy. Bonne question, ça. Je pense, quand j'étais au cégep à Lionel Groux ici, le dernier opéra qu'on a monté, c'est Didon est né de Purcell. Puis on était dans des conjonctures bien difficiles là, avec la grève étudiante, tout ça, où on n'a pas pu la monter devant public. Mais on a quand même invité tous les musiciens du département du côté classique à venir y assister. Et on a fait un partenariat avec la chorale, parce que je veux dire, il y a des grands moments de chorale. Normalement, c'était nous autres, les étudiants, qui faisaient la partie chorale. On était, je pense, 6 ou 7, là. C'est pas une grosse chorale. Puis là, on a fait un partenariat avec la chorale. Donc, ils montaient les pièces du choral de l'opéra. Nous, on montait les solos. Et je me rappelle qu'à la fin, la dernière pièce, le dernier aria, qui est When I Am Laid in Earth, qui est vraiment magnifique. Superbe, ça. J'ai vu ma prof pleurer. C'était la première fois que je voyais ma prof pleurer. Elle était sans mots. Donc là, moi, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était ma meilleure performance, mais je veux dire, j'ai un assez bon feedback du prof pour me dire « OK, je pense que ça s'est bien passé. Bon, moi, performance, je veux dire, j'ai eu l'occasion de chanter pendant quelques années en soliste avec... à l'époque, je travaillais avec une professeure de chant qui était une sommité dans le domaine, Mme Kyokyo. Et j'ai fait une dizaine d'années avec elle. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quelques concerts. Elle offrait des choses qui s'appelaient Fernande Kyokyo propose. Et là, les gens qui étudiaient avec elle pouvaient faire de la scène, là. Et j'ai souvenir, entre autres, d'une matinée où on faisait des pièces de mélodie française. Et ça, j'avoue, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire cette matinée-là dans le cadre de cette formation-là.
Mais je te dirais, bon, c'est pas une performance unique, là, c'est une performance de groupe, mais ça va faire la 17e année cette année là, qu'on présente le Requiem de Mozart à la Basilique Notre-Dame. Les années où j'ai eu l'occasion de le faire, toujours au mois de novembre, là, d'abord, c'est une œuvre fantastique, puis la façon dont le maestro Brousseau la présente, c'est unique. On n'a jamais entendu, puis on en reparlait encore en fin de semaine parce qu'on était en pratique, là, on n'a jamais entendu cette façon-là de présenter le Requiem de Mozart. Et moi, il y a toujours quelque chose dans le Requiem. Tu as beau dire à un moment donné, c'est le Requiem, mais il n'y a pas une fois où on n'a pas le sentiment à un moment donné d'offrir au public quelque chose d'unique. Et ça, moi, tant que le Requiem, que je serais capable de le chanter, je pense que je vais le chanter, là, parce que et de la façon dont la société le fait, là, je veux dire, Puis dans le décor, la basilique Notre-Dame, là, je veux dire, il y a quelque chose de magique, là, c'est la musique majestueuse dans un décor majestueux, c'est difficile de trouver mieux. Là. Mais il y a quelque chose dans la musique classique, surtout dans les grandes œuvres comme ça, qui est plus grand que nous. Ah oui, qui surpasse. Totalement. Je veux dire, nous, à Lyonnais, je me rappelle, on avait fait le Requiem de Fauré. Ouais. Puis je le chantais, puis on dirait que j'étais pas là. J'étais pas là, j'étais dans le public, j'étais en train de le regarder, mais le Mozart, je l'ai pas fait encore. Puis, ça manque à mon CV, je pense. Ouais. Devrais te joindre à nous l'année prochaine. S'il y a de la place. C'est ouvert au public, c'est ouvert aux choristes de tout horizon. Je garde ça quelque part. Garde ça quelque part. On y va avec un autre? Oui, donc. Comment la théorie musicale façonne-t-elle votre manière d'écouter ou d'interpréter la musique? J'ai le malheur de ne pas avoir fait beaucoup de théorie musicale, parce que je suis arrivé sur le tard, j'ai lu sur la théorie musicale, puis je lis la musique, puis tout ça, là, mais je veux dire, il y a des parts de théorie musicale, moi, qui me manquent. Là. Mon fils, qui est en musique, mais me donne souvent des cues sur des éléments de théorie, là, mais je peux pas dire que j'ai beaucoup joué dans la théorie musicale. Là. C'est une partie de ma formation qui manque, ça. Mais je veux dire, c'est tellement plus... C'est tellement infini comme univers que, je veux dire, personnellement, moi qui en ai fait, je continue d'écouter des vidéos sur YouTube, puis j'en apprends encore, puis je pense qu'on va toujours continuer d'en apprendre sur la théorie. Donc, c'est un peu à nous de se mettre une limite, de dire, OK, là, ça va. Je comprends, je suis capable d'analyser les choses, mais moi, je pense que ça m'influence pas tant parce que je suis capable de le mettre de côté puis de me dire, je vais apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est. Souvent, bien, je pense que la majorité du temps, j'essaie d'écouter des trucs plus des œuvres plus instrumentales. Parce que justement, quand j'écoute la musique avec des paroles, souvent, c'est ce qui vient en dernier. J'écoute pas tant les paroles, je me mets pas à analyser la musique, mais juste à l'apprécier pour ce qu'elle est. Puis quand je commence à l'analyser, on dirait que je perds un petit peu de l'étincelle que j'avais quand je l'écoutais. Donc, j'essaie de... Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est vrai que c'est le fun, surtout quand on nous dit que cette œuvre-là, de façon théorique, elle est intéressante. Bon, ben là, je peux me permettre de l'analyser un petit peu, mais sinon, je pense pas que c'est ce que je fais de prime abord. J'écoute l'œuvre, je l'apprécie, puis après ça, ben, s'il y a quelque chose à analyser, j'irai. Ouais, moi, je te dirais là-dessus, tu vois, moi, ce qui me manque à ce niveau-là, c'est de pouvoir dire, tu sais, j'écoute le maestro qui nous dit à un moment donné, regarde, prenons le Requiem à un moment donné, tu sais, il y a telle portion, là, il y a telle chose qui se passe dans la musique du point de vue de la montée, parce qu'il y a telle affaire. Ça, je ne l'ai pas. Puis j'aimerais l'avoir, parce que ça me permettrait de mieux comprendre, d'une certaine manière, comment l'instrumentation s'est faite, puis comment la gradation à l'intérieur d'une œuvre se construit. Ouais. Puis ça, je dirais ça, c'est une de mes lacunes. Bon, en même temps, on ne peut pas tout faire, là, mais ça, je regrette pratiquement qu'au niveau des écoles primaires, écoles secondaires, il n'y ait plus ce genre de choses-là, de théorie musicale, ou même de musique tout court. Là, ça existe à peu près plus, sinon dans des cadres spécialisés un peu comme à l'académie ou à la polyvalente là, en musique. Il me semble que tout le monde devrait pouvoir avoir accédé à ça. Puis ça ne m'a pas été donné. En même temps, il y a la portion théorie que je comprends, qui est nécessaire, mais aussi la portion appréciation. Ah, bien sûr. Où, je veux dire, quand je suis au cégep, un dernier travail que j'ai fait, c'était sur la neurocognition musicale. Pourquoi est-ce que quand on écoute tel agencement,
accord, on ressent telle émotion. Ça, c'est fort dans tout ce qui est poème symphonique, même dans le répertoire d'orchestre avant, il y en a beaucoup. Il y a une pièce qui s'appelle Titanic Saga, puis je veux dire, le compositeur a été capable de mettre du code Morse pour quand il frappe le iceberg, puis qu'il envoie des messages de SOS. Ah oui, OK. Avec une trompette et un piccolo et une percussion qui frappe sur un woodblock. Je veux dire, il y a une façon de mettre des éléments musicaux, puis quand on l'écoute, d'analyser d'une certaine façon, pas tant une analyse musicale théorique, mais d'être capable de dire « OK, je comprends pourquoi il a fait ça puis ça rend l'œuvre encore plus intéressante. Voilà. Écouter une œuvre puis être capable de dire « OK, ouais, ça représente ça, ça représente ça ». Oui, la théorie musicale, c'est le fun, mais être capable de faire ça, je pense que c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde d'écouter une œuvre puis de se créer une image. Oh oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Ça a été la découverte très tardivement. Là, très tardivement, j'avais 18 ans, là, mais des valses de Chopin au piano. OK. Chez nous, il n'y avait pas de musique. Là. C'est pas de chez nous que ça vient, là. C'est vraiment de moi. J'avais une petite enregistreuse, là, des cassettes. Là. Une petite enregistreuse de cassettes. À un moment donné, j'ai trouvé les valses de Chopin, puis j'ai écouté. C'est la seule affaire que j'avais là, dans mon sous-sol d'étudiant. Puis ça a été, à partir de là, je veux dire, je me suis mis dans la musique classique, puis ça a été ça depuis de 18 ans à 69 ans. Chez moi, c'était pas tant une famille de musiciens, mais une famille de gens qui apprécient beaucoup la musique. Un père qui écoute beaucoup du vieux rock, donc j'ai baigné dans le Led Zeppelin, j'ai baigné dans le Supertramp, Pink Floyd, et une mère qui écoutait beaucoup du disco puis du franco. Donc du Beau Dommage, du Harmonia, mais aussi tout ça, l'univers disco. Donc j'ai grandi là-dedans, mais j'avais une grande tante qui, elle, était musicienne. Et elle a vu que j'avais l'intérêt. Donc, dès l'âge de 4 ans, elle jouait un truc à l'orgue, elle m'assoyait sur le banc, puis elle me disait « Qu'est-ce que j'ai joué? » J'essayais de le repiquer. Puis quand elle a vu que ça fonctionnait, bien là, on m'a inscrit à des cours de piano vers l'âge de 8-9 ans. Je pense que ça a été ça l'élément déclencheur. Une jeunesse entourée de musique, mais avec quelqu'un qui a fait comme « Moi, j'en fais, là, je vais te donner les bases. » C'est précieux, ça. Bien, je me rends compte qu'il m'en manque beaucoup au niveau des connaissances classiques. J'écoutais certains noms que vous avez nommés, puis je connais pas. Ça me motive à aller en lire plus. Maintenant aussi que je joue dans un orchestre symphonique où je vais faire de plus en plus de classiques. Souvent, avec l'orchestre avant, on faisait des réécritures pour orchestre avant. Et j'avais déjà fait certaines de ces pièces-là. Puis là, de les entendre enfin avec des cordes, ça m'amène à découvrir plus sur le monde de la musique classique telle qu'elle. Moi, je te dirais, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait des vents. J'ai eu l'occasion de jaser avec des pianistes, avec des violonistes. Je dis, là, mais les vents, puis ton instrument que je connaissais même pas. Je veux dire, c'est la première fois que j'entends parler que cet instrument-là existe. Là. Alors, je te dirais que la conversation m'a au moins permis de découvrir que cet instrument-là existe. Merci de la discussion. Merci beaucoup, oui. C'était un plaisir. Issu d'une grande famille. On est 7 enfants dans la famille, donc 5 sœurs, 1 frère. Je suis né dans cette famille-là, je suis 3e en fait. J'ai un grand frère, une grande sœur et 4 petites sœurs. C'était mouvementé, très dynamique, mais vraiment des bons souvenirs. Les soupers de famille, c'était toujours vivant, je dirais. Donc, c'était vraiment des souvenirs très spéciaux pour moi. Moi, c'est très différent de toi. J'ai été adoptée à l'âge de 9 mois. Ensuite, j'ai eu des parents adoptifs extraordinaires. On a été élevés sur une ferme, fait qu'on n'a jamais manqué de nourriture parce que ma mère était une grande cuisinière. Et à l'âge de 11 ans, j'apprends que j'étais adoptée. Ah bon? Fait que c'est un peu plus dur, surtout au début de l'adolescence. J'ai boudé mes parents adoptifs pendant 6 mois. Je ne les ai pas parlé. Je ne parlais pas du tout, mais je faisais ce qu'ils me disaient. Puis, à un moment donné, au courant de ma vie, j'ai eu la chance d'avoir accès au mouvement Retrouvailles. Pas avec la dame en question, mais vu d'un CRSI qui était organisé à l'époque. Et là, j'ai rencontré ma mère, la vraie maman. Et quand elle m'a pris dans ses bras, moi, je suis venue au monde.
j'avais 42 ans. Je me suis retrouvée avec 7 frères et sœurs. Comment tu t'es sentie sur le coup? Oh. Les émotions dans le tapis. Oh oui. Puis là, je vais chez une de mes sœurs qui reste dans le coin de Chénéville, Montebello. Puis là, il y avait un des frères à ma mère. Il m'a pris dans ses bras et le plus beau compliment qu'il m'a fait, il a dit « Enfin, la petite est revenue à la maison et puis personne ne va venir nous la voler. » Et j'ai pleuré. Je comprends. Ça devait tellement être émotif, émouvant comme moment pour toi, là, j'imagine. Oui, ça fait 30 ans et on a encore des très bons contacts. Oui. Ce côté maternel et ce côté paternel qui s'est retrouvé par pur hasard. Fait que moi, je disais toujours à mon mari, vous êtes chanceux, vous êtes 6. Ben, moi, je me dis, puis moi, on est 12. On faisait tout. C'est en tout, là. Puis, comment ça s'est passé au niveau des retrouvailles, justement, avec la famille, de lien de sang? J'ai eu une des très, très belles retrouvailles. Et tant mieux. Ça, c'est mon père, mais le restant, c'est ma mère tout craché. J'ai appris, on apprend quand on retrouve une famille, on apprend à qui qu'on ressemble, comment qu'on est fait, le caractère, c'est... J'imagine, hein, ça devait être un sentiment particulier, là, vraiment. Très, très particulier, parce que j'ai une de mes soeurs qui est 2 ans plus jeune que moi, à peu près à la même date. Okay. Et quand on va magasiner ensemble, on ramasse les mêmes morceaux. Comme quoi, hein? Vous êtes issus de la même famille, là. Ouais. Quelles valeurs familiales sont restées présentes dans votre vie et comment se manifestent-elles dans votre quotidien? C'est une excellente question. Je dirais le partage. C'est quelque chose que chez nous était qui allait de soi parce qu'on était une grande famille. J'ai appris à partager par la force des choses. Il fallait faire des concessions nécessairement parce qu'on était beaucoup nombreux. C'est vraiment le partage, je dirais. Puis c'est resté parce que j'ai eu des colocataires il y a quelques années. Puis j'avais tendance à essayer de partager, à conserver cet esprit de communauté-là auprès de mes colocataires. La seule chose que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'ils donnaient plus de choses à leurs filles, à eux autres, les permissions, tout ça, puis moi, non. Parce que, bon, j'étais l'enfant à l'époque, à l'âge que je suis venue au monde, dans l'année que je suis venue au monde, en 1951, bien, la jeune fille qui avait un enfant, bien, c'est ça, j'étais la fille de tout ce que vous pouvez imaginer, là. Okay, je ne pouvais pas aller là parce que j'étais pour faire comme ma mère. Je ne pouvais pas aller au cinéma parce que j'étais pour faire comme ma mère. Mais quand on 12-13 ans, tu ne comprends pas c'est quoi, là. Mais non, c'est sûr. Puis même encore, avant que je me marie, qu'est-ce qu'elle peut pas avoir fait, ma mère? Oui, je comprends. Hein? Ça, on se pose la question. Bien oui, j'en doute pas. Quand on était un peu plus jeune, on s'installait sur le divan familial. Puis on s'empilait les uns les autres, tu sais, comme le sandwich. Oui, oui. Puis un à la suite de l'autre, en ordre chronologique de vieillesse, là, donc le plus vieux en bas et la plus jeune en haut. C'était marrant. Puis encore à ce jour, on a des photos, tu sais, on en rit. C'est tellement marrant. Puis il y a une autre chose aussi, un deuxième souvenir rapidement que je pourrais évoquer. C'était quand on a acheté le chien familial, qui était un Golden Retriever. Mes petites sœurs voulaient absolument un chien. Mais ma mère voulait, mais disons qu'elle avait ses réserves, étant donné qu'on était une grande famille. Puis finalement, ils ont acheté le chien pendant que j'étais parti faire un entraînement au basketball. Je suis revenu à la maison. J'ai vu le petit Golden Retriever. Il était tellement cute. Puis c'est un souvenir indélébile là, qui me reste, qui va me rester gravé pour longtemps encore. Là. Tu me rappelles le souvenir d'un petit chien. Moi, on l'a eu sur une ferme dans la ville. Je l'habillais avec du linge de poupée. Parce que laissait faire, là. Je le prenais avec les carottes. C'est un flash que j'ai par hasard. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Bien sûr. Quel rôle penses-tu que la solidarité entre frères et sœurs joue dans la vie de chacun d'entre vous? Je crois qu'elle se manifeste dans un contexte familial où on va essayer de se serrer les coudes quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont moins bien, n'est-ce pas? Quand on vit des difficultés, des défis. Je crois que c'est là que la solidarité va vraiment ressortir. J'ai l'impression que dans les moments difficiles qu'on a vécus en famille, je pense que c'est vraiment cette solidarité-là qui a fait la différence au final. Puis on s'est vraiment soutenus, puis on s'est serré les coudes.
Puis je pense que dans mon quotidien, comment ça se manifeste, bien, j'essaie de rendre cette énergie-là contagieuse avec les gens qui m'entourent dans mon quotidien en général. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand il nous arrive des choses de la vie qui sont plus tristes, quand moi j'ai perdu mes parents adoptifs, la famille biologique était là. Puis ça, j'ai resté assez surpris, mais elle n'attendait pas. Bien, je comprends. Ah, j'étais contente qu'ils soient là. Je sentais que j'étais plus toute seule. Exact. C'est ce soutien-là hein, qui nous... C'est vraiment réconfortant. Tu sais, je vois arriver, j'appelle Mimi, je vois arriver Lynn, je vois arriver Pauline, je vois arriver mon frère. Oui. Cachez ça, vous êtes bien fins. Bien, c'est ça. Ils sont là lors des épreuves, mais aussi dans les moments, des beaux moments aussi. Ouais. Mais c'est ce qui fait la force d'une famille, je crois. Oh, oui, beaucoup, beaucoup. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a eu une influence particulière forte sur vous et vos choix de vie? Il y en a plusieurs, mais si je devais en choisir une, c'est ma plus jeune sœur, en fait. Elle a entamé son baccalauréat en droit alors qu'elle avait peut-être 19 ans ou 20 ans, peut-être 20 ans. Puis elle l'a terminé. Elle est déjà avocate présentement. Moi, bon, j'ai décidé de me réorienter tout récemment. J'ai toujours voulu faire mes études en droit, mais j'avais pas... disons que c'était difficile de rentrer, ou du moins, j'avais laissé un peu ce rêve-là de côté. Mais en la voyant pratiquer, puis en la voyant persévérer dans ce domaine-là, je me suis dit, je vais y aller moi aussi. Puis elle a toujours été persévérante, puis ça a un petit peu... ça m'a inspiré, puis c'est devenu pour moi une source d'inspiration. Un exemple. Un exemple à suivre, exactement. Ouais. Ah, c'est agréable. Puis c'est ma plus jeune sœur, donc il y avait un petit peu d'orgueil aussi là-dedans, peut-être. Mais c'était pas de l'orgueil mal placé, c'était vraiment... je me suis dit, elle est capable, puis elle me donne cette énergie-là. Je vais essayer de poursuivre ce rêve-là de mon côté aussi. Ça paraît que tu viens d'une famille dans laquelle il y a des très belles valeurs, en fait. C'est ce que je tenais à dire. J'ai beaucoup, au fil de notre conversation, je t'ai entendu parler beaucoup d'être proche, de l'importance de se soutenir. Donc, toutes ces valeurs-là, ça s'est vraiment transposé chez toi. Puis, je vois que vraiment, tu as des très belles valeurs. Puis, je tenais à te le mentionner. Merci beaucoup, Antoine. Moi, ce que j'ai retenu de toi, c'est la gaieté que tu mets quand tu contais une anecdote tout assis sur le divan, entre autres, et d'autres choses. Je trouvais donc, moi, tu me faisais rêver. Tu me faisais rêver. Même, je dis, rendu à un âge, on apprend encore. Et tu m'as appris des belles choses que je vais garder dans mon cœur. Merci beaucoup. Je dois dire que c'est réciproque aussi. Puis, tu as une belle sagesse. Tu parlais de sagesse un petit peu plus tôt. Je trouve que tu as une très belle sagesse. De ce que je vois, en tout cas. Tu me fais sourire.